Merci beaucoup, Guillaume. Moi, j'ai toujours envie de dire que la connaissance technique, c'est un bien commun aussi. Hein, voilà, à partager. Je vous dis en 2 secondes, peut-être, je vous redis ce que j'ai noté moi. Hein, et puis la chose qui m'a vraiment frappé, que j'avais pas senti aussi fort en préparant le colloque, c'est que la situation est hors de contrôle sur les marchés du logement. Et là, c'était très impressionnant dans ce que tu nous as dit. On est là, sur la transition énergétique, sans arrêt en train de chercher à contrôler quelque chose, mais il faut bien qu'on ait conscience qu'on a déjà perdu le contrôle sur ce qui se passe. Et ça, c'est quand même très, très, très fort. Et puis ensuite, c'est le dialogue qui revient sans arrêt. Toi, tu nous as dit, il faut faire parler ensemble les financiers, les gens du bâtiment, les urbanistes. Ils ont l'air de ne pas le faire pour l'instant. Jacques, tu nous dis, il faut faire parler ensemble les décideurs et ceux qui mettent en œuvre les pouvoirs publics et les gens du bâtiment, parce qu'ils ne se connaissent pas. D'ailleurs, c'est la première fois cette année qu'on a une enquête qui interroge les artisans du bâtiment pour leur demander comment ils comprennent la politique de rénovation énergétique. Et le résultat va être publié bientôt, vous verrez, il y a du travail. Hein. Bertrand, toi tu nous dis il faut faire bosser l'État, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et ça c'est très fort aussi. Et puis Guillaume, tu nous dis il faut partager la connaissance. Voilà ce que je retiens moi, mais voilà, il y avait une main qui se levait là-bas au fond à droite. On va vous passer les micros. On a pris un peu de retard dans les interventions, mais il nous reste un peu de temps pour parler quand même. Merci. D'abord, merci pour ce débat très intéressant. Je voudrais revenir un peu sur l'intervention de M. Lapostelet. Vous avez évoqué... Vous vous présentez peut-être ? Oui, je suis Gilles Herrière-Dubreuil. Je suis chercheur, je travaille sur la gouvernance des activités à risque, sur les questions de démocratie technique. Et par ailleurs, je suis sylviculteur et j'ai créé une petite coopérative qui fait des réseaux de chaleur dans le sud-ouest avec des communes à partir de bois déchiqueté. Et je voudrais juste revenir sur ce que disait M. Lapostelet et poser une ou deux questions. Vous avez construit votre problématique autour de la notion de précarité énergétique. Et moi, je trouve que c'est un concept assez globalisant qui est assez paralysant. Parce que finalement, derrière, il y a quoi ? Il y a des besoins de chaleur, des besoins d'eau chaude, des besoins d'électricité, des besoins de transport. Et le fait de parler de précarité énergétique fait qu'on n'arrive pas... Enfin, tout est posé en termes de « il va falloir trouver de l'argent pour ». Et si, par exemple, on prend la question de la chaleur, qu'est-ce que peuvent faire les personnes d'une manière générale ? Hier, j'ai entendu des choses très intéressantes de l'association Magdala. Ils ont dit, si on ne comprend pas, on est condamné à recevoir l'aumône. Si je ne suis pas responsable, il n'y a pas de solution. Et puis, ils ont parlé de diagnostic en marchant. Et voilà, je me dis, au fond, la question de la chaleur, par exemple, il y a un des intervenants qui a évoqué l'habitat diffus, le fait que c'était le moins cher. En France, on a une forêt considérable. On a une forêt qui est revenue à peu près à l'état du Moyen-Âge. 1 hectare de forêt, ça produit 7-8 tonnes de bois par an. 7-8 tonnes de bois par an, c'est à peu près 2500 € de fuel. Finalement, le chauffage au bois, une solution traditionnelle, chauffage, l'expression d'aller faire son bois, c'est-à-dire qu'on ne mobilise pas d'entreprise, on trouve un accord avec un propriétaire, c'est une solution intéressante. Et d'une manière générale, voilà, moi je trouve qu'on pourrait décloisonner pour aller jusqu'à vraiment poser les questions, justement, de savoir-faire, de capacité, de capacité d'action. Il y a des communes en France autour de la notion de territoire à énergie positive qui se déploient, dans lequel des maires, avec des acteurs communaux, peuvent également s'emparer de la question de la précarité énergétique. Donc voilà, je voudrais interroger, je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais je trouve que ça serait vraiment intéressant d'aller un peu plus loin et de ne pas s'arrêter à la question, par exemple, de l'efficacité énergétique, mais d'aller jusqu'à la réappropriation de la production. Oui, vas-y Bertrand. Oui, oui, je voudrais réagir sur le côté enfermant que vous évoquez. Je voudrais pas qu'on me mécomprenne. On n'est pas à prôner une logique d'assistance, mais d'équité.
Hein, quand on dit qu'il faut mettre des moyens collectifs et en premier lieu avoir une politique publique conduite par l'État à la hauteur des enjeux et affecter les moyens là où ils doivent l'être en priorité, c'est pas pour dire il faut faire de l'assistanat, c'est pour dire il faut rééquilibrer, parce que là on est dans un déséquilibre tel que ça ne peut pas fonctionner, et ça ne fonctionne pas aussi parce que ça enferme les gens dans des absences de choix. Et je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'il faut après au-delà de ces approches globales, sur le terrain, favoriser tout ce qui permet de construire du choix. Moi, j'ai remarqué, parce que on n'est pas qu'à exploiter les enquêtes publiques, hein, on est beaucoup sur le terrain. J'ai remarqué que, contrairement à beaucoup d'idées reçues, et en prenant en compte la question de l'appropriation technique, qui est une vraie question, mais alors qui est une question, je pense, pour tout le monde aussi, précaire ou pas, que les gens qui sont touchés par la précarité ne manquent pas pour autant d'aspiration à être des éco-citoyens et des acteurs de la transition. Ça, je voudrais quand même insister là-dessus. Et que l'adaptation, la dimension locale, effectivement, réexploiter, parce que oui, toute la partie débrouille entre guillemets qu'on avait notamment en territoire rural, la question du chauffage au bois. Moi, je note quand même que le prix du bois globalement augmente, que les solutions d'autoproduction, autoconsommation diminuent beaucoup. Je trouve ça inquiétant parce que ça met des gens qui avaient des systèmes parfois en partie en dehors de l'économie monétaire qui permettaient de s'en sortir, ils recourent en pratique de moins en moins. Ça dépend des territoires, hein, mais il y a quand même une évolution globale. Et bien évidemment, il faut combiner ces grands équilibres et l'initiative locale. Les territoires à énergie positive, c'est évidemment très très intéressant. Question ? Merci. Yves Degnaud, je suis là à titre personnel, mais je suis membre d'un conseil d'administration d'une association qui se veut aujourd'hui produire localement de l'énergie et rapprocher les citoyens. Et surtout, partir sur le terrain de la limitation de la consommation. Alors, on a commencé par la problématique technique, puisque on a porté un projet de mise en place d'un parc éolien citoyen de 4 éoliennes qui fonctionne aujourd'hui, et on en a un deuxième en cours. Derrière ça, on a fait un appel à l'épargne locale et on a aujourd'hui près de 1000 personnes qui ont financé le parc à 80%. Le premier est financé à 80% par les citoyens. Donc on pose la question de la gouvernance, premièrement la gouvernance du territoire. Ce n'est pas les élus qui ont mis la main à la pâte, c'est effectivement les citoyens qui gèrent et qui s'engagent aujourd'hui à rétribuer effectivement les investisseurs à 4%, et l'une autre part, près la moitié, va revenir pour aider les habitants à effectivement partir sur la rénovation thermique et notamment, économie d'énergie bien évidemment, et notamment les populations les plus fragiles. Derrière ça, l'idée c'est quoi? C'est puisque je suis investisseur, je suis intéressé et je peux effectivement combiner avec des professionnels localement, avec mes voisins, avec des acteurs du logement, effectivement une prise en charge et surtout une discussion citoyenne pour se réapproprier effectivement l'ensemble de l'espace sur à la fois la production et la réduction de consommation d'énergie. Alors il faut que vous vous mettiez ensemble là tous les deux, là, j'espère que vous vous êtes bien identifiés, hein, parce que je vois des choses, hein, je vois des choses à faire. On me demande où. Alors, l'association éolienne en Pays de Vilaine, vous pouvez aller sur le site. Effectivement, le premier parc est à Bégane, dans le Morbihan. Le deuxième parc, où aujourd'hui, effectivement, les travaux commencent, c'est un bon clin d'œil, effectivement, est à Séverac, en Loire-Atlantique. Et il y en a un troisième en vue. Alors, à noter quand même que l'éolien pose souvent question. On a effectivement un travail élaboré avec la population qui fait que c'est complètement accepté que lorsqu'il y a effectivement l'enquête publique, aucun recours, c'est plutôt des avis positifs qui viennent que des avis négatifs, ce qui surprend les préfets. Voilà. Chauffer avec les éoliennes non plus. On a du mal à se chauffer avec les éoliennes.
Oui, bonjour. Donc, comme la matinée est consacrée donc à l'énergie qui exacerbe les inégalités, je me présente et je reviens au sujet donc de l'inégalité, donc de ce problème de justice sociale dans l'énergie. Donc, même si tout ce qui est démarche éco-citoyenne est primordial et très importante, hein, ça évidemment tout le monde en est d'accord. Je remercie aussi le colloque. Je vais me présenter après. Je remercie aussi justement le colloque de mettre le focus sur cet aspect de justice sociale, qui est primordial, hein, comme tous les intervenants l'ont bien souligné. Donc c'était pour recentrer un petit peu sur cet aspect de justice sociale et donc justement de problèmes d'argent et de financement. Pardon, je me présente. Je suis tout simplement, je dirais, animatrice et coordinatrice d'un collectif de citoyens qui sont en lutte contre l'exclusion et la fracture sociale. Donc à Narbonne, en fait, on a démarré notre initiative. Donc on essaye un petit peu de s'étendre sur la région Languedoc-Roussillon, car effectivement la parole citoyenne d'attester des situations de précarité, des situations d'inefficacité dans la mise en œuvre de dispositifs comme par exemple ceux pilotés, je dirais de manière tout à fait volontaire par l'ANA, mais souvent détournés par des propriétaires. Bon. Hein, je vous en parlerai. Donc, je suis en relation avec la Fondation Abbé Pierre à Montpellier, avec Monsieur Marion, qui agit aussi de manière très volontaire. Et donc, justement, ce que l'on remarque et ce sur quoi il faut mettre l'accent et ce en quoi donc les acteurs institutionnels justement font bien de mettre le focus, c'est tous ces aspects, je dirais, de financement. Alors aide, voilà, je dirais, on culpabiliserait presque la Fondation Abbé Pierre en l'obligeant à se justifier d'assistanat. Mais en fait, non, je veux dire, il y a vraiment un problème, comme ça a été dit hier durant toute l'après-midi, de volume de financement énorme dédié à l'énergie, des investisseurs qui ont énormément d'argent, tant mieux, et c'est normal et c'est légitime qu'ils attendent des retours d'investissement, mais voilà, il y a des problèmes d'efficacité au final. Donc tant, alors là je rejoins les écologistes, bon bref, je vais pas être péjorative en disant les bobos. Une parenthèse, j'ai des amis à Perpignan qui ont 8 000 € de revenus, qui ont fait réaliser une maison individuelle donc pour 400 000 € en énergie positive. Bon, et la matinée, j'étais avec des personnes qui vivent en centre-ville et qui sont noyées par des factures d'énergie. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux démarches. Et il ne faut pas être condescendant par rapport à des démarches qui accompagnent justement la transition énergétique sur un aspect de justice sociale. Bon, excusez-moi si je suis un peu agacée, mais je pense qu'on aura compris un petit peu mon propos. Et moi, je remercie justement ce focus d'aspect sur la justice sociale et justement sur l'efficacité, voilà, pour la transition énergétique. Et aussi, j'ai été attentive, puisque je suis en relation avec la CAPEB sur Montpellier, sur justement tout ce que font les entrepreneurs dans ce sens. Si, on parlera tout à l'heure hein, sur les propriétaires qui détournent l'action de l'ANA. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Caillot, je suis là à titre particulier, mais j'anime un groupe de réflexion sur la précarité énergétique dans une communauté qui s'appelle Chrétiens en milieu rural. Et je participe régulièrement à des travaux qui sont ceux de l'espace Info-Énergie sur le plateau de Millevaches. Le plateau de Millevaches est caractérisé par un bâti traditionnel qui est terrible, dans ce sens qu'il a une inertie due à des murs de granit et à des toutes petites ouvertures, le plus souvent pas exposées au soleil, mais exposées contre les vents dominants ou contre la pluie. Et la question que je pose, c'est très simple, c'est: est-il raisonnable d'envisager des rénovations dans des situations comme celle-là ? Je confirme que ce que vous avez tous indiqué, c'est que les gens les plus précaires habitent ce type de maison, parce que c'est tellement dur à chauffer qu'elles trouvent rarement preneur. J'ai des amis qui habitent des yourtes, qui ont fait l'expérience. Il vaut mieux habiter dans une yourte que dans une maison du plateau de Millevaches. Jacques, Oui. Vous soulevez un point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette notion de, et Bertrand en parlait, c'est-à-dire cette capacité à financer le bon projet
pour son bâtiment. Ça, c'est toute la difficulté. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on soit... le dialogue, on voit bien les initiatives qu'il y a, que je trouve superbes. On pourrait tous dire, mais elles ont des limites. Ce qui est important, c'est d'agir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, très concrètement, si vous avez une chaudière standard dans ces maisons, fuel, qui a été installée il y a 20 ans, 30 ans, voire 40 ans quelquefois, vous mettez une chaudière à condensation, vous allez faire 30% d'économie. C'est pas terrible. Je sais pas, mais en tout cas, engagez. Ne soyez pas jusqu'au boutiste dans votre démarche. Je crois. Donc on peut faire par étapes. Et toute la réflexion qu'on veut avoir pour venir à l'Alliance Rénovation Solidaire, c'est de se dire, et ça c'est compliqué, par quoi faut-il commencer? Est-ce qu'il faut commencer par l'isolation parce que je vais chauffer les moineaux et donc refaire le toit et la chaudière, garder-la encore un petit peu et enchaîner ensuite par une chaudière condensation ou autre? Je suis pour les ENR aussi, mais quelquefois le parc installé, il est ce qu'il est et je crois que tout le monde ne peut pas mettre du thermique, du photovoltaïque, des pompes à chaleur ou de la cogénération qui sera peut-être la future. Donc on peut prendre... En fait, c'est le bon conseil au bon endroit. Comment peut-on l'apporter? Ce que je pense, c'est que tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus qui parlait des déséquilibres entre les acteurs du marché. C'est vous qui en parliez, effectivement, je crois, les acteurs du marché qui créent des inégalités. Oui, forcément, qu'entre l'énergéticien, tel que EDF et GDF, et l'artisan, il y a des inégalités, en tout cas des différences de taille. Et pour autant, dans la filière, il faut que tout le monde soit dans le bon tempo, en tout cas échange pour être efficace. Sinon, on va arriver à un millefeuille. Donc ma réponse est de dire simplement, il faut que nous formions, il faut que nous accompagnions pour que, me semble-t-il, l'artisan qui est proche, en tout cas proche de la demande de cette personne qui va à un moment donné dire ça fuit, ma chaudière ne marche plus, qu'est-ce que vous me proposez? Et je crois que là, il y a une clé d'entrée qui doit permettre de réduire la facture tout en apportant le meilleur confort. Si. Il y avait à gauche, là, par là. Oui. Et il y a une dame qui demande tout devant, là. Voilà. Depuis un moment déjà. Oui, bonjour. Oui, voilà. Oui, bonjour. Micheline van der Stappen. J'appartiens à la Confédération syndicale des familles et, entre autres, responsable sur les Yvelines des questions de logement. Ce que nous constatons au quotidien et sur lequel nous nous battons régulièrement, d'une part, on a laissé... Alors, c'est dans le secteur social, et on a laissé pendant X temps les habitations se détériorer à un tel point, parce qu'il n'y a jamais de travaux réellement qui ont été faits. Donc, avec la loi ANRU, qui en elle-même n'est pas mauvaise, mais tout le monde s'est enfourché dans ce truc et résultat, les bailleurs sociaux se sont engouffrés, ainsi que les mairies et compagnie, mais sans aucune, d'une part, comment je vais dire, de partage avec les habitants et également ils en ont les trois quarts. Ils ont changé, les chaudières collectives étaient à mort, donc on met des chauffages individuels, mais de tellement basse c'est vraiment du bas de gamme. Et en définitive, on en revient que les factures, que ce soit le gaz ou l'électricité,
mais les factures sont démentielles parce qu'on n'a pas mis dans ces chaudières suffisamment, et que ça soit à un niveau un petit peu supérieur pour qu'il y ait des économies, aucune concertation avec les habitants. On leur a dit, vous aurez des chaudières individuelles, mais vous payerez moins cher qu'avec le collectif. Chose qui est complètement faux. Donc, je pense que à travers, je pourrais en expliquer énormément par rapport à ça, mais je pense qu'il faut qu'un travail réellement avec ces bailleurs sociaux soit fait et qu'ils prennent vraiment bien en compte que aujourd'hui, on a refilé de l'argent, mais il faut que ça soit non pas pour effectivement, comment je vais dire, que la transition se fasse aux dépens des locataires, parce que justement, on n'a pas choisi les bons matériaux, peut-être qu'ils sont plus chers, mais qu'est-ce qu'on cherche réellement? On va demander à Guillaume et puis à Bertrand aussi. Si Guillaume, il me semble que c'est un proche de votre réflexion. Pas évident, mais... Pas évident, oui. Comment vous la prenez, cette balle-là? Je voudrais rebondir suite à cette remarque sur le terrain d'études sur lequel j'ai travaillé à la Cité de Lille, par exemple, où avant il y avait une chaudière collective qui alimentait donc l'ensemble du réseau de chaleur de la cité, qui fonctionnait au fioul et qui a été converti en bois énergie depuis un an. Et avec cette conversion vers une source d'énergie renouvelable s'accompagne tout un ensemble de ce qu'ils appellent d'éco-gestes, d'éco-attitudes, qui visent à responsabiliser aussi les habitants, à moins consommer, etc., maîtriser. Alors, suite aussi à votre intervention, j'aimerais peut-être aussi amener une autre réflexion, à savoir, est-ce que ces ensembles d'éco-gestes ne sont pas non plus là à discipliner aussi, à maîtriser, à discipliner entre guillemets les usages domestiques, le rapport aussi à la consommation, parce qu'on n'est pas dans une forme aussi du coup d'hygiénisme à 19e siècle qui reviendrait, ou avec cette croyance, ce préjugé selon lequel les populations les plus pauvres, les plus précarisées aussi consomment trop, ce qui est vraiment faux. Donc, est-ce que ces éco-gestes, ces éco-attitudes, on pourrait aussi du coup les questionner à l'aune, au regard d'une sorte de disciplinarisation, de contrôle, de maîtrise de la consommation. Enfin, c'est aussi une réflexion que... Tout à fait d'accord avec ça. Je trouve qu'on a... Alors, ça commence un petit peu à évoluer. On a une approche très culpabilisante qui revient. On parle de mauvais comportement, de comportement. Nous, on préfère parler d'usage. Et je disais déjà tout à l'heure, mais là encore, les ménages en précarité, les ménages pauvres, sont pas de meilleurs ni de moins bons consommateurs, usagers que les autres. On a tous à progresser là-dessus. Ça, d'une part. En plus, définir ce que c'est qu'un bon usage, c'est pas évident. Je pense qu'il y a un vrai retour à faire sur la conception. Parce que c'est quoi un bon usage et c'est quoi une bonne conception d'un logement économe? Oui, bien sûr, pour utiliser un logement performant, il y a des façons de faire. On a des apprentissages, mais comme pour tout équipement. Mais comme pour tout équipement aussi, on a à concevoir les choses de manière à ce qu'elles soient appropriées à l'usage. C'est un parcours à faire dans les deux sens. Et quand je vois aujourd'hui, mais ça évolue là encore, des thermiciens alors, il y a quelques années, c'était vraiment toujours la faute aux usagers, quand le modèle marchait pas. Ah bah oui, mais mon logement BBC, c'est sûr, si vous ouvrez les fenêtres, ça va pas marcher. Ah oui, mais moi, j'ouvre les fenêtres, c'est comme ça.
Faites-moi un logement économe dans lequel je peux ouvrir un peu les fenêtres. Puis aujourd'hui, bizarrement, on se pose des problèmes, des questions sanitaires, de pollution de l'air intérieur. Enfin, voilà quoi. Il y a à avoir un peu de recul sur tout ça. C'est difficile parce qu'on a beaucoup de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, avec de la difficulté à comparer, y compris sur les impacts techniques et sur les coûts, etc. Mais c'est une responsabilité collective qu'on a. Et associer les habitants dans les projets, c'est primordial. Je crois qu'il y a une évolution là-dessus et que ça va plutôt vers le mieux, mais il faut être attentif. Et dernière chose sur cet aspect-là, des choix techniques, on raisonne. Alors là, pour le coup, Fondation Abbé Pierre, on n'est pas du tout sur une entrée environnementale dans cette affaire de transition énergétique au départ. Et ce qu'on porte, c'est qu'il faut raisonner en euros quand on parle des dépenses des gens, et pas seulement en kilowattheures d'énergie primaire. C'est un vrai problème. Je veux dire, c'est un vrai problème dans les choix techniques. On a fait beaucoup d'erreurs, je dis beaucoup d'erreurs, en termes de choix techniques, y compris sur des trucs qui ont l'air évidents, le choix du solaire. Super, c'est renouvelable, ça a l'air gratuit. Ben non. Aujourd'hui, on a des réveils douloureux, les gens ont des réveils douloureux, les usagers, parce que oui, dans des tas de rénovations, on n'a pas prévu, d'une part, qu'on maîtrisait pas assez certaines techniques, d'autre part, qu'il y avait des coûts de maintenance induits. C'est pas juste gratuit, le soleil. Il faut des équipements sur lesquels on doit changer les fluides caloporteurs tous les 8-10 ans, etc., etc. Le raisonnement où quand on dit on va mettre, au lieu d'une seule énergie au départ de chauffage, on va en mettre 2, 3, mettre des systèmes de régulation complexes. Mais ça aussi, il y a des coûts d'abonnement, il y a des coûts induits de maintenance, là encore. Vraiment, si j'ai un message là-dessus, regardons les projections en termes de factures pour les gens et de toutes les factures, cette fameuse dépense contrainte. Parce que sinon, régulièrement, on se plante. Oui, j'ajoute d'un mot à la dépense contrainte, c'est quand votre budget vous conduit à aller vivre à 20 km du centre-ville, la dépense transport est une composante qui devient déterminante. Oui, bonjour, Maurice Bohet, moi je travaille pour l'administration bruxelloise de l'environnement et de l'énergie. Et donc en fait, juste pour cadrer un peu mon intervention, donc Bruxelles c'est une ville-région qui se caractérise par un taux justement de précarisation qui est assez important. On estime qu'il y a 40% de la population bruxelloise qui est soit en situation de précarité, soit qui risque d'y tomber assez facilement. Et alors c'est aussi une ville qui se caractérise par un bâti qui est très ancien et qui a donc besoin de rénovation. Et la question qui se pose, parce que bon, on a mis, comme dans d'autres pays, dans d'autres régions, beaucoup de systèmes en place pour favoriser cette rénovation énergétique. On a mis des primes différenciées en fonction des revenus. On a mis en place un prêt vert avec un taux 0%, de nouveau pour faciliter l'accès aux plus précarisés. Mais une des questions sur laquelle on bute très rapidement, c'est la question du disponible. Et on en revient à cette question justement de l'inégalité dans les moyens d'action. Parce que même un prêt à 0%, ben, il faut quand même un minimum de disponible pour pouvoir le rembourser. Donc ça pose la question. Et alors l'autre question avec laquelle on bute, c'est justement le taux très important de locataires. C'est comment justement à la fois motiver les locataires à l'action et les bailleurs. Puisqu'on a le bailleur qui fait l'investissement financier, avec en théorie le gain qui va chez le locataire et qui en fait l'usage. Donc voilà, donc nous maintenant on est vraiment sur une phase de réflexion justement sur cette notion de coût d'occupation. Donc on n'est plus dans l'idée juste dissocier d'un côté le loyer et de l'autre l'énergie, mais vraiment voir s'il y a moyen de combiner les deux et de faire en sorte que le bailleur qui investisse puisse répercuter une partie de son investissement sur le loyer, mais sans pour autant que ça reste évidemment inférieur au gain, au profit de l'occupant. C'est une piste sur laquelle on travaille et je me demande s'il n'y en a pas d'autres. Et donc voilà, moi je suis venu aussi dans ce colloque justement pour voir ça. Tiens, quelles sont les possibilités d'action que certains peuvent mettre en œuvre ailleurs. Voilà, merci. Je crois qu'il y a des choses à regarder du côté de ce que l'ANA a fait avec les propriétaires bailleurs. Les pistes du type on va augmenter le loyer contre des baisses contre des travaux d'économie d'énergie, des réductions de charges pour les locataires, moi ça me laisse un petit peu sceptique. C'est comme si une équation permettait de résoudre les problèmes de relations entre les gens en fait.
Ce qu'on sait bien faire en France, c'est d'aider des propriétaires à empêcher les logements locatifs de sortir du marché. Parce que c'est vrai que pour un propriétaire bailleur, si le logement locatif sort du marché, c'est une perte sèche. Après, il va sûrement falloir qu'on travaille, comme Bertrand disait tout à l'heure, sur des standards de qualité des logements avant la mise en location. Et ça, en Belgique, vous êtes plutôt en avance sur la France de ce point de vue-là. C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais qu'un logement de mauvaise qualité risque de sortir du marché. Il y a des endroits en France où un logement qui est équipé de convecteurs électriques, il ne trouve pas de locataire. Si c'est un logement ancien. Il y a des endroits mais pas partout. Oui, vous avez tout à fait raison. En France, les critères du logement décent, il n'y a même pas la surface du logement dedans, il y a le volume. Vous avez le droit de faire un logement de 4 mètres carrés à condition qu'il fasse 40 mètres cubes. Bon. Voilà l'état du rapport de force sur le marché locatif aujourd'hui. C'est de là qu'on part. Oui. Bernard Perret du ministère de l'écologie et intervenant par ailleurs au colloque. Dans l'équation énergie-logement, il y a une variable dont on parle assez peu, c'est la surface par personne et le volume par personne aussi. Et quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a quand même globalement une augmentation des mètres carrés par personne due à la décohabitation, à l'évolution des modes de vie, etc. Est-ce que, vu la gravité de la situation et le caractère un peu insoluble d'un certain nombre d'équations, est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion là-dessus? Par exemple, le cas le plus simple, c'est par exemple les personnes âgées qui occupent un grand appartement, les inciter à avoir des formules de sous-location ou des choses comme ça. Et puis je pense aussi à des choses plus exotiques, mais c'est l'exemple des Japonais qui, dans leur habitat traditionnel, n'occupaient pas les mêmes espaces l'hiver et l'été aussi, pour réduire les... Est-ce qu'il n'y a pas à faire travailler un peu notre imagination sur l'objet logement, ses usages, innover dans la manière d'habiter? Moi, je peux vous répondre, il ne faut pas être inquiet. Ce travail-là, il est en route. À Lyon, on travaille avec le pacte, avec la FAPIL et avec les espaces Info Énergie, l'agence locale de l'énergie, sur ce thème-là précisément. Et on voit sortir ces cas-là de personnes âgées dont les enfants sont partis, qui se retrouvent avec des logements trop grands pour une personne seule et donc qui n'arrivent plus à payer la facture de chauffage. Et on est on a commencé à se poser les questions de quelles sont les bonnes solutions. Celle que vous signalez est une de celles sur laquelle on travaille. Et d'ailleurs, là, on a toute une réflexion à conduire pour articuler les actions en matière de précarité énergétique et les actions en termes de maintien à domicile des personnes vieillissantes. Les solutions de sous-location ou de colocation avec une prestation d'assistance de la part du colocataire, c'est des choses qui existent de manière quasiment massive aujourd'hui à Paris. Si vous prenez les étudiants étrangers latino-américains, par exemple, à Paris, ils savent ça. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils se logent, en tout cas. Sur le thème de l'espace pour l'été et l'espace pour l'hiver, on a ce problème très classiquement, nous, quand on subventionne des projets, à savoir que ce sont des personnes âgées, à nouveau, qui ont des grandes maisons sur le plateau de Millevaches ou bien des bergeries, où ils sont seuls ou à deux pour 100 mètres carrés. Et c'est vrai que dans ces maisons-là, chauffer 100 mètres carrés l'hiver, ça a vraiment pas beaucoup de sens. On a trouvé des formules de travail qui permettent de définir un espace à vivre, de chauffer cet espace à vivre et d'apporter des subventions sur cet espace à vivre. Voilà, donc là, oui, il y a plein de choses à imaginer, et puis ça y est, c'est commencé, en fait, on y va. Pour le coup, là, je suis pas trop inquiet. Oui, bonjour, François Hubert. Je m'occupe d'une association qui fait dans le logement social
Et par ailleurs, je constate que dans ma commune, si vous voulez, il y a beaucoup de copropriétés qui se posent des problèmes, si vous voulez, d'audit énergétique qui sont obligatoires donc dans le cours de l'année prochaine, puisqu'il y a une échéance au 1er janvier 2016. Or, il se trouve que ce soit pour la rénovation, si vous voulez, dans le cadre des logements qui seront mis en HLM, que dans les questions d'audit énergétique, on a beaucoup de mal à s'y retrouver, si vous voulez, pour faire des prix, voir la capacité, si vous voulez, d'économie possible suivant les différentes solutions de rénovation qui peuvent être proposées. Les architectes ne connaissent pas grand-chose aux questions énergétiques. J'ai l'impression qu'il manque, si vous voulez, dans les communes ou dans les communautés de communes, des thermiciens ou des énergéticiens qui puissent à la fois faire du conseil, faire du contrôle d'éducation, du travail effectué par les différents artisans qui sont plus ou moins incompétents dans le domaine, et puis qui fassent du contrôle globalement, si vous voulez, des travaux effectués. Bon, c'est vrai qu'on a un problème de compétences. Alors, après, désigner les incompétents, c'est un jeu dangereux. Il faut qu'on essaye plutôt de prendre les choses dans l'autre sens, se dire comment on fait pour organiser la chaîne de compétences. Et c'est un travail qui reste assez largement à faire, mais je suis sûr que si vous stimulez sur ce terrain-là les collectivités, les communautés de communes, les associations du mouvement Pacte, on va finir par y arriver. Enfin, chez nous, à l'ANA, c'est une préoccupation forte, et on organise le 9 octobre nos ateliers annuels avec un atelier sur le thème de la rénovation énergétique des copropriétés. Clairement, parce qu'on a vu cette difficulté-là, donc je la conteste pas. Mais bon, essayons de prendre les choses de manière positive. Bonjour, Véronique Badetz, journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin. J'ai une question plutôt pour Guillaume Christen. Vous avez parlé des enjeux de l'appropriation par la connaissance, on va dire des classes les moins favorisées à Strasbourg. Je voulais savoir, en fait, l'enjeu, il est surtout dans... On peut imaginer que les personnes de la cité d'Ille n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des énergies renouvelables. Donc, où est vraiment l'enjeu? Est-ce que c'est pour qu'elles deviennent acteurs en investissant dans ces énergies, ou est-ce que c'est la participation aux politiques publiques qui vont décider, par exemple, des réseaux de chaleur urbains? Voilà, où est-ce que vous situez l'enjeu par rapport à la participation à la transition écologique du point de vue du déploiement des ENR? Voilà. Oui, c'est vrai que du coup, la comparaison des deux sites, les sites sont assez contrastés, parce que d'un côté, on a des propriétaires assez capitalisés, et d'un autre côté, on a la cité de Lille, donc en logements sociaux, avec un système collectif et une centrale, c'est bon, et une centrale biomasse, etc. Donc l'enjeu, c'était de tester, si vous voulez, les modalités d'appropriation des différents systèmes énergétiques qui pouvaient exister. Oui. Alors l'appropriation, c'était dans le sens de la réception sociale des différents systèmes énergétiques et aussi des enjeux énergétiques qui existent, et sur comment est-ce que les acteurs se positionnent sur les problématiques du réchauffement climatique. Donc on voulait tester, si vous voulez, la manière dont les acteurs se positionnent par rapport à cela, comment est-ce qu'ils s'approprient ces problématiques-là, et quels sont les outils qu'ils peuvent imaginer ou qu'ils imagineraient mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on voulait vraiment tester si vous voulez, l'espace des possibles que l'acteur peut s'imaginer, peut se représenter pour faire face à la transition énergétique. Et c'est comme ça qu'on a essayé de tester du coup des inégalités de pratiques, de possibilités de contribution entre les acteurs. Peut-être que vous pouvez prendre un peu de temps tout à l'heure pour approfondir les chances, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu besoin. On a dépassé le temps imparti, donc il faut qu'on fasse le compte des questions qui restent. Il y a une question devant, Robert Dossi. Oui, juste une petite question pour Vincent Renard, et quand on a entendu M. Terret, est-ce que vous êtes en rapport l'un avec l'autre
Parce que tout ce que vous nous avez expliqué, ce serait peut-être utile de le faire pour les, je crois, 89 députés qui viennent d'être sélectionnés par la ministre de l'Environnement pour débattre, au moment où on va débattre au Parlement sur la loi de transition énergétique. Il y a des enseignements à tirer, me semble-t-il, pour ces personnes qui vont participer au débat. Oui, considérable. Pour résumer d'un mot, la connexion qui manque, c'est en effet entre les politiques d'urbanisme, les politiques de construction et logement. La précarité que je veux souligner, c'est celle des gens qui, à cause du fonctionnement du marché immobilier, se trouvent à doubler ou tripler leurs dépenses de transport. Ceci, c'est mondial. Dans les pays en développement, on voit la même chose également. Mais en France, simplement, plus 140% le prix du logement, et quand ça baisse de 2%, c'est l'émeute. C'est en ce moment la vraie précarité. Quand le prix de l'énergie finira par monter, alors là, ce sera dramatique. Aujourd'hui, la précarité, elle est créée par la dépense de transport, la centrifugation sociale. C'est le problème d'aujourd'hui. Vous avez expliqué, Monsieur Renard, l'envolée du prix de l'immobilier, mais j'ai absolument rien compris. Si j'ai bien compris, ça, en 10 ans, on aura pris 80% de mieux. C'est ça, c'est passé de 1 à... Ça dépend des endroits. Mais oui, ça dépend des endroits. Et les pouvoirs publics, personne n'a... On subit ça sans explication. Je suis désolé de souligner que quand les prix s'envolent, les périodes de boom immobilier sont des périodes où, dans un premier temps, il y a des cris d'émeute. Dans un deuxième temps, tout le monde s'est habitué, tout le monde s'en réjouit, les constructeurs, les intermédiaires des transactions, les propriétaires qui se sentent plus riches. C'est extrêmement frappant. Aux États-Unis, au début de la crise des subprimes, il y a eu des articles qui alertaient sur les inquiétudes. Et dans un deuxième temps, même le patron de la Banque centrale des États-Unis, Alan Greenspan, a fait un discours qui a étonné tout le monde en disant « irrational exuberance », on est en train de devenir fou. Et puis les prix ont continué à augmenter à 2 chiffres par an, tout le monde s'est tu, tout le monde savait qu'on allait dans le mur, de bons économistes comme M. Roubini l'ont écrit, mais l'ensemble du système est auto-entretenu dans les périodes de bulle immobilière. C'est pour ça que je pense que c'est un vrai gros danger à l'avenir. Et maintenant, en France, on s'y est habitué de façon très différenciée. À Mazamet, ça coûte rien de se loger, mais dans toutes les grandes villes où il y a de l'emploi, et c'est Toulouse, Montpellier, Paris évidemment, eh bien là, les prix ne rebaissent pas. Donc il y a un vrai problème d'aménagement du territoire, et il n'y a plus de data en France. Je pense qu'il y a une urgence, c'est de repenser aménagement du territoire et logement de façon intégrée, et non pas de façon éclatée comme ça l'est maintenant. J'espère qu'il n'y a personne de la data dans la salle. Devant le micro. Ah oui, d'accord. Oui. Bonjour, Laura Morosini, anciennement responsable du plan climat de Paris et actuellement animatrice de Chrétiens Unis pour la Terre et du Jeunes pour le climat. Je voulais poser une question à Monsieur l'Apostolé au sujet de ce que porte la Fondation Abbé Pierre sur la loi sur la rénovation énergétique. Il a parlé de l'insistance sur le bouclier énergétique et sur la quantité de rénovation. Mais je voulais savoir si c'est important et si c'est quelque chose que vous portez fortement, les questions de la qualité de la rénovation, ce que vous évoquiez tout à l'heure déjà, les problèmes de mauvaise rénovation et du coup de champignons, de problèmes de qualité d'art intérieur détériorés, etc., qui se voient ailleurs. C'est vrai que les logements hautement performants ont été inventés dans des pays où c'est des gens qui choisissaient ça, et donc c'était des choses un peu en Suisse, en Allemagne, c'était des choses de forte qualité où les habitants qui étaient à l'intérieur le voulaient et donc étaient prêts aussi à vivre d'une façon conforme à ce type de logement. En France, par simplicité et par volonté de justice sociale aussi, mais c'est aussi parce que c'est là qu'on pouvait agir. On s'est dit on va rénover très très massivement les logements sociaux.
Parce que voilà, on ne s'est pas obligé les particuliers à rénover leur logement quand ils sont propriétaires. Donc au moins sur ça, on a la main. Hein, on a fait la même chose à Paris. Mais rénover, changer fortement un logement où les gens qui habitent dedans n'ont pas choisi de vivre un logement effectivement où ils vont pas ouvrir les fenêtres, où ils vont avoir des modes de comportement différents à adopter, ça peut créer un problème. Il y a déjà des mésusages maintenant sur des logements techniquement très simples. Alors sur des logements très très performants, il y a beaucoup. Voilà. Est-ce que vous êtes exigeant sur ça? Parce que la politique du chiffre, elle peut être très dangereuse. On peut se retrouver avec des choses très mal faites et voilà, comme les constructions des années 60 faites un peu vite et qu'on est obligé de démolir. On risque d'aller au-devant de ce genre de choses. Ça, c'est la première question la plus longue. Et une autre très courte, par contre, où je rejoins un peu l'intervention de Gilles Serrat-Doucher sur est-ce que vous portez les problématiques d'autoconstruction, autorénovation, etc. C'est aussi un enjeu effectivement d'appropriation des gens qui sont dedans, ou est-ce que vous voyez ça juste comme du bricolage, du hors marché, voilà, qui est forcément très très marginal? Merci. Des réponses très courtes. Très courtes. Alors, encore il faut une question ou deux dans la salle. Il faut la qualité et la quantité. Sur la quantité, juste pour très rapidement, si on reste au rythme actuel, et l'enjeu, il est sur le parc privé, parce que sur le parc locatif, je parle bien sur la quantité, les choses ont embrayé. On y sera encore en 2080 par rapport aux enjeux quantitatifs des ménages touchés. Donc, ce qu'on prône comme quantité, c'est pour être à l'échelle du problème en 15-20 ans. C'est pas non plus d'une ambition démesurée. Et il faut en même temps faire de la qualité, en veillant éventuellement plusieurs fois, en revenant plusieurs fois sur les logements, en veillant à ne pas, comme disent les thermiciens, tuer le gisement d'économie d'énergie, ce qu'on fait malheureusement encore trop. Des fois, il faut intervenir en plusieurs fois. De ce point de vue-là, on a réagi cet été, mais les changements qui ont été annoncés et confirmés sur le crédit d'impôt développement durable, la suppression du bouquet de travaux sur le crédit d'impôt développement durable, c'est une hérésie. On va retomber dans l'histoire des marchands de fenêtres qui vont faire du démarchage un peu agressif, des gens qui vont mettre tout leur paquet d'économies pour financer cette partie-là, sans isoler le toit, sans réviser la chaudière. Enfin, voilà, j'entre pas dans le détail, mais il y a un vrai enjeu autour de ça. Et pour l'instant, en termes d'encadrement, on n'est pas tout à fait dans la bonne voie. Sur l'autoréhabilitation, l'autoconstruction, c'est très intéressant. Nous, on est très impliqués là-dedans depuis des années, en pratique, avec les compagnons bâtisseurs et d'autres. Ça reste quantitativement faible. C'est intéressant de le développer. C'est pas là-dessus qu'on peut bâtir la politique publique par rapport aux enjeux immédiats. Voilà, c'est important, mais je relative l'importance par rapport à l'ensemble. C'est vraiment la dernière question, parce qu'on a promis d'arrêter très vite. Et puis on fera une réponse très courte. Question très courte. Très courte, oui. Je voudrais revenir à l'intitulé de l'atelier, dépenses d'énergie dans le logement et logique de marché. On y est revenu à l'instant. J'ai deux questions. Comment briser et en combien de temps cette influence néfaste d'un certain nombre de fonctionnements de marché sur la question qui nous est posée. Et j'ai aussi bien retenu que le problème essentiel, le problème le plus urgent, c'est bien la rénovation thermique d'une grande partie de l'habitat. Indépendamment de toutes les questions qui ont été évoquées, qui sont utiles, il y a forcément un problème de financement. Et comment peut-on imaginer qu'on puisse arriver à financer ça sans récupérer un peu d'argent sur ceux qui ont fortement bénéficié des logiques de marché par ailleurs? Alors, en un mot très court, il y a un problème qui surplombe tous les autres, c'est la question du sol. Quand un logement passe de 100 à 200, c'est pour 90% le prix du terrain, le foncier. Donc l'intervention publique sur les marchés fonciers, qui est quasiment abandonnée aujourd'hui, me paraîtrait devoir être une priorité des priorités, comme dans les pays d'Europe du Nord, par exemple. Je vous remercie les quatre intervenants.
Et vous tous, et vous tous.